Donc maintenant, je vais l'endettement international de l'Algérie. L'endettement international de l'Algérie, je l'ai abordé à plusieurs reprises, à plusieurs reprises. Maintenant, on va essayer. Je vais essayer de donner un petit peu quelques mécanismes, hein, quelques mécanismes, les risques que court l'Algérie, etc. Mais d'une manière très superficielle, hein, d'une manière très superficielle, parce que c'est exagérément complexe. Je préfère. Il y a des, il y a des moments comme ça où des faits, des événements très simples dans la vie prennent toute leur signification. J'ai commencé à m'intéresser aux histoires de monnaie d'un point de vue théorie économique, etc. Parce que il est difficile de travailler, de faire des interventions de ce type, alors que réellement, pour être sincère, c'est plus le côté théorie économique, c'est le côté mathématique qui m'intéresse. Le côté mathématique, hein, l'aspect mathématique, c'est vraiment mon violon dingue et je me retrouve à faire ce genre d'intervention. euh, c'est vraiment lourd pour moi. Mais même si c'est lourd, je le fais par patriotisme, par amour de ma patrie. Je l'ai dit et je le répète. Donc, il y a des événements comme ça qui paraissent ordinaires. Quand j'étais au Québec, quand j'étais au Québec, euh, avec Tahar Moussaoui. Tahar Moussaoui, c'est le plus intime des intimes. C'est-à-dire, Tahar Moussaoui, quand il viendra en Algérie, tout ce qu'il vous dira euh, sur ma personne est vrai. Tout, absolument tout. Tahar Moussaoui, qu'il vous dise, qu'il vous balance de l'information, peut-être à plus détrimentaire pour ma personne. Personne. Mais même si vous tout ce qu'il vous dira est vrai. Il y a Tahar Moussaoui et il y a un autre frère, un autre intime, Rachid Dilem. Rachid, c'est une belle petite histoire, hein, c'est une belle petite histoire. Je profite pour lui dire vivement, de vive voix comme ça, du moins, en vous prenant à témoin, en prenant à témoin toutes les personnes qui verront cette intervention, comme quoi c'est Rachid Dilem a été l'homme-providence pour moi au Québec. Au Québec. Quand je dis l'homme-providence, c'est-à-dire c'est lui qui m'a aidé dans des moments très précis et dans lesquels aucune autre personne ne pouvait m'aider. Aucune. Y compris mon frère. Donc, il a eu des frères. Hein. J'ai mon frère Abdelghani, d'autres cousins, beau-frère Mahdi, Abdelhaq, il y a d'autres. Hein. Reynald, un professeur d'université que j'appelais grand frère, que j'appelle grand frère toujours. Son épouse aussi. Ils m'ont aidé beaucoup. Hein. Reynald, grand frère, c'est plus dans le domaine universitaire. Hein. Dans le domaine universitaire, dans quelques petits travaux de recherche et d'analyse sur l'Organisation internationale du travail et les droits de l'homme en Chine. Mais Rachid Dilem
était l'homme providence pour moi. Ça remonte à assez longtemps maintenant, à une dizaine d'années. Comme ça, par coup de chance, il m'a reconnu dans le métro, je l'ai reconnu dans le métro. Dans le métro. Le temps a fait que je me suis fracturé la cheville. En hiver, c'était la glace noire. Hein. J'ai glissé sur de la glace noire quand j'ai travaillé sur l'affaire Orascom. Il y avait des informations extrêmement sensibles, extrêmement dangereuses que la presse algérienne a refusé de publier. Même si je connais beaucoup de journalistes. Hein. Des journalistes sont des intimes à moi. Hein. Ils ont refusé de publier, donc j'ai glissé. Parce que je pensais à des informations, fallait-il les diffuser ou pas, etc. etc. Donc, Rachid a été à mes côtés quand je ne pouvais pas, quand j'étais carrément immobilisé, hein, c'est-à-dire immobilisé. J'avais un plâtre du pied, de la plante du pied jusqu'au genou. Donc, mes amis s'occupaient de moi, bien sûr. Ils venaient me chercher en voiture, ils me faisaient sortir, etc. Mais Rachid s'occupait d'aspects lourds. Donc, Rachid, t'es un frère, hein? T'es un frère, bon, ton épouse, tes enfants, surtout son fils. Son fils, c'était Ilyes. Il était mon petit esclave. Euh, c'est lui qui s'occupait de mon tabac, c'est lui qui me ramenait à manger, c'est lui qui m'a... Et bon, Rachid faisait tout, mais bon, Méliès faisait un peu plus. Hein. Il m'achetait du tabac, il me ramenait à manger de chez lui, etc., de la maison. Donc, à Rachid, à son épouse, à la maman de Liès et de Tawa. Tawa, vous avez mon cœur, hein, vous avez mon cœur, vous êtes toujours présent dans mon cœur. Même si la distance géographique est assez longue maintenant, est assez importante. Mais grâce à Rachid, j'ai eu un moment de rechange au Canada. J'ai eu une seconde maman de rechange au Canada, au Québec. Maman de rechange, une seconde maman, une seconde mère. Nadavia, je t'adore. Nadavia, bon, voilà. Donc, donc, il y a des événements dans la vie qui font qui ont fait que je me retrouve dans ces milieux de la recherche théorique, etc. Parmi les événements anodins, je tiens à raconter parce que maintenant le nom de la personne m'est revenu. Donc à Montréal, j'ai assisté, si une conférence avait la taille du plus grand avion porteur au monde, donc j'ai assisté peut-être à, une escadrille. J'ai assisté peut-être minimum une cinquantaine de conférences internationales. Un national, c'est-à-dire au Canada même. Du lot. Si on me demandait de classer les conférences par les plus marquantes, je mettrais dans les trois premières. Dans les trois premières, je mettrais une conférence donnée par un Algérien, Minouchi Loufi, ancien journaliste en Algérie qui a quitté le Canada au début des années 90. Maintenant, il se retrouve professeur dans une université de l'Ontario. À un certain moment, c'est l'Académie des forces armées canadiennes, hein, à l'école des forces armées canadiennes en Ontario. Ici en Ontario, Miloud, bon, nous avons échangé à un certain moment. Ensuite, bon, chacun avec ses préoccupations. Miloud Chiloufi. Donc, comment j'ai découvert Miloud Chiloufi? Comment j'ai parlé avec Miloud Chiloufi?
Et comment j'ai échangé par la suite avec Milou Tchloufi. Très peu d'échanges, mais des échanges euh, avec un esprit brillant. Un esprit brillant. Un esprit modeste. Un artiste. Il fait de la peinture. Il fait des toiles. Hein. En plus de son cours magistral qu'il donne dans l'université en Ontario, et il fait du dessin, il fait des toiles, etc. Donc Tahar Moussaoui est venu me chercher à la maison, là où j'habitais avant à Montréal, à la petite Italie. Ah, non, nous allons voir un récital de la poésie de Kate Biessine au petit théâtre de la Place des Arts. La Place des Arts à Montréal, il y a une série de théâtres, l'un à côté de l'autre, mais il y a un petit théâtre. Petit théâtre, peut-être de 50 mètres carrés maximum. Hein. Maximum 50 mètres carrés. Donc il y avait la déclamation de la poésie de Kate Biessine et un récital de guitare. Donc Tahar me prend, allons-y à Tahar. Allons-y. Quand Tahar me donne un ordre, tu quittes parce que moi c'est à la maison, c'est la lecture, je rattrapais mes retards en mathématiques, etc. Donc allons-y à Tahar. On y va, c'était l'hiver, des godasses, des godasses. On pointe au petit théâtre à la place des Arts. Certains, ils voulaient, toujours là où il y a Khalta avec nos compatriotes d'Algérie. Non, la salle est pleine, vous n'allez pas rentrer, etc. Qu'est-ce que c'est ça, on ne va pas rentrer là. Donc, bon, ben, avec. Toujours, c'est la désorganisation là. Mais toujours été. Bon, bref, hein, on oublie ça. Donc, nous sommes rentrés, nous sommes assis par terre. Assis par terre. Et il y avait avec nous une amie sénégalaise. Une amie sénégalaise qui était à l'époque étudiante à l'UQAM. Bref, donc on assiste, mais avant d'assister à la poésie, nous avons trouvé la conférence. Et qui était le conférencier? J'ignorais, il y avait une personne qui parlait. Parlait sur la révolution algérienne, d'un point de vue philosophique. L'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. La révolution algérienne vue sous l'éthique de la responsabilité et l'éthique de la conviction. Il a commencé à décortiquer ces deux aspects dans la révolution algérienne. C'est une conférence que je n'oublierai jamais, jamais, jamais. Mais le Chiloufi, je te promets que je vais t'envoyer l'extrait. Du moins, je vais te signaler ça. Donc, donné par Milou Chiloufi. L'éthique de la conviction. En revenant terre à terre maintenant, je suis convaincu que ce que je fais là maintenant est nuisible pour mes compatriotes. L'éthique de la conviction. Je suis convaincu que ce que je fais est nuisible pour mes compatriotes. Je suis loin de l'Algérie, je suis au Canada, même si mon cœur est en permanence en Algérie, je suis convaincu que ce que je fais est mauvais. Me diriez-vous, dans ce cas-là, pourquoi vous le faites? L'éthique de la responsabilité. Sur l'éthique de la responsabilité. Ma responsabilité m'oblige à dire ce que je sais. Et bien sûr, en disant que ma responsabilité m'oblige à dire ce que je sais, ma responsabilité, mon éthique morale m'oblige à dire que ce que je sais est insignifiant. Continuons un petit peu, avançons un petit peu. En 2013, donc, en 2013,
Une femme de Ouagroun a donné naissance à une autre femme. Donc la naissance, la femme qui est née, à qui cette femme de Ouagroun a donné naissance, m'a demandé de faire une action pour l'Algérie. Première réponse, non. Je refuse. Alors, je ne fonctionne pas. Je ne fonctionne pas avec ça. Je ne fonctionne pas. C'était sur la majorité de l'Algérie. Je ne fonctionne pas comme ça, là. Je fonctionne autrement. Je fonctionne avec de l'action, de la démonstration. Moi, quand il n'y a pas de démonstration mathématique, je rejette. Sauf si s'il s'agit de Daniel Kahneman ou de Miluch Loufi, entre autres, ou de Amos Tversky. Oui. Moi, quand il n'y a pas de démonstration, je ne fonctionne pas. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc, grâce à la fille de cette femme de Ouagganoun, qui est elle-même actuellement à Ouagganoun, bon, ben, j'ai développé un petit travail. Bon, mais ce travail, c'est grâce à ce travail que actuellement j'ai une vue macroscopique, ce qui est dit une vue à 360 degrés de l'Algérie assez correcte. Sans dire que tous les défauts, tous les problèmes, toutes les solutions sont identifiées. Mais j'ai une vue 360 degrés de l'Algérie assez correcte. Assez correcte. Certains aspects dans le détail, d'autres dans des aspects généraux. Voilà. Mais tout ça, c'est grâce à cette femme de Ouagganoun. Ensuite, le temps faisant, il y a eu quelques accrochages. Je me suis accroché, par exemple, accrochage universitaire, hein, avec des professeurs d'université, etc. Quand j'ai travaillé sur la monnaie, sur une monnaie ancrée sur l'air et la terre, deux professeurs m'ont dit que ce sujet a été traité au Nouveau-Brunswick ou euh, New Brunswick, British Columbia, etc. Je leur ai demandé, donnez-moi les noms de, de ces professeurs, et je les ai contactés. Hein. Je ne connaissais pas, je ne savais pas, je travaillais tout seul. Non, j'avais demandé de l'aide à mes professeurs et enseignants de mathématiques. Tout ça, donc, c'est grâce à... c'est vraiment un ange, hein, cette femme de Ouagganoun. Hein, c'est vraiment un ange. Hein, un ange. Bon, on vient à l'endettement international de l'Algérie maintenant. L'Algérie souffre d'un manque de documentation. Les Algériens ont commencé à connaître les affres de l'endettement à partir des années 87-88. 90-91 avec l'ancien Premier ministre ou chef de gouvernement, etc., qui porte le papillon là, qui a disparu de la circulation. Une rumeur, anecdote, c'est une information, est-ce qu'elle est vraie ou fausse, j'ignore, mais on va dire d'un point de vue anecdotique. Un ministre algérien, un ministre des Finances algérien a été relevé de ses fonctions quand il était de retour de Hong Kong ou de Singapour. Il a été à Hong Kong, Singapour, pour négocier l'endettement international. Il cherchait de l'argent pour l'Algérie, 90-91. Alger, bon ben, j'ai des amis dans les banques, j'ai des amis dans le circuit financier, etc. Des relations, certains sont des amis, d'autres juste des relations comme ça, passagères. Sadri, est-ce qu'elle est vraie ou fausse, j'ignore. Hein. Un ministre des Finances, le ministre algérien des Finances de l'époque, aurait été relevé de ses fonctions alors qu'il était dans l'avion. Parce qu'il était allé négocier Singapour, Hong Kong pour de l'argent. Mais quand on parle de Singapour, Hong Kong, il faut voir de l'argent chinois et il faut voir du côté de l'Exim Bank. Bon, l'Algérie va aller s'endetter. Vous savez tous que j'ai contacté à plusieurs reprises le FMI et la Banque mondiale, et j'en ai parlé même dans mon livre, le livre de la jarre pour la patrie, avec des lettres, avec un peu de mathématiques, etc. L'actuel, le nouveau ministre qu'ils ont recruté là, récemment,
Qu'est-ce qu'il était? Il était délégué du FMI au Congo-Kinshasa, s'il vous plaît. Délégué ou fonctionnaire du FMI Congo-Kinshasa. Donc, en le recrutant, ça veut dire qu'il connaît les rouages du FMI. Du moins, qu'il connaît. Un gars de l'Afrique est censé connaître. On les recrute généralement, ça c'est pour miner les pays qu'ils servent. Et du moins, qu'ils desservent plus exactement, dans lesquels ils paient. Y compris des présidents, hein? Y compris des présidents. Il faut chercher du côté du Cameroun, Côte d'Ivoire. Là, vous allez voir les ravages qu'ils ont fait là-bas. Bon. Celui-là, il est censé connaître, le FMI. En Algérie, vous avez des gars du FMI, des Chicago Boys là, qui vous parlent. Donc parlons-en de la dette. L'Algérie, elle a des réserves internationales qui ne permettent même pas d'acheter des médicaments pour les malades. Des malades. L'Algérie a des réserves internationales qui l'empêchent même d'acheter du lait en poudre pour faire fonctionner Chaboul Halib. Les enfants, les bébés vont prendre du lait. L'Algérie qui prend des décisions dans un sens, le lendemain complètement dans l'autre sens. Donc, quand ce monsieur et les vautours de la finance, tiens, je vais dire plutôt un terme que j'aime beaucoup, les percnoptères de la finance. Quand je dis les percnoptères de la finance, ce sont les marchés secondaires. Donc l'Algérie, j'ai traité ça, il faut voir le FMI, l'Algérie a un quota de DTS. L'Algérie, moi, je ne peux pas aller emprunter de l'argent pour l'Algérie auprès de la Banque centrale des États-Unis, de la Fed, de la BCE, etc. Je ne peux pas. Parce qu'il faudra régler tous les problèmes de l'aléa morale, de la sélection adverse. J'en ai parlé déjà. Hein. La gestion des risques. Donc l'Algérie a des DTS au niveau du FMI. Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI, dont j'ai parlé beaucoup. Hier et avant-hier, elle était en Côte d'Ivoire. Elle est en train de défendre la politique des quantitative easing par l'augmentation des DTS. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter la façon d'étrangler les pays sous-développés, comme l'Algérie. Pour ma part, j'espère que les États-Unis d'Amérique vont s'opposer parce qu'ils ont, une capacité de blocage, un droit de vote blocage. Hein, parce que le FMI, c'est à 85% de majorité qualifiée, et les États-Unis d'Amérique ont plus de 15% de vote, de voix dans le vote du conseil d'administration du FMI. En allant sur les marchés secondaires, le FMI va vendre les DTS à des banques. Ces banques vont prêter de l'argent à l'Algérie. L'Algérie va le gaspiller dans l'administration, dans la corruption, etc., parce qu'elle est en récession. Parce que l'UFMI et la Banque mondiale vont lui imposer de les dépenser dans prétendument la modernisation de l'administration, dans le dégraissage de l'administration, l'introduction de l'informatique, etc., toutes ces conneries-là, hein, toutes ces conneries. Alors que l'Algérie, elle a besoin de production. Quitte à travailler au noir. Travailler au noir. Moi, j'ai défendu l'emploi informel. Au noir, l'économie noire. Informelle. أخدم كان. أخدم produis le batata, produis-moi ça. Hein. Ensuite, on verra pour le reste. Produis, tu le vends, etc. Donc, l'argent, le prêt que nous aurons, comme c'est le cas de la Tunisie. La Tunisie, rien. L'Algérie était étranglée. Hein. Elle était en situation crise d'illiquidité. Solvabilité, non, parce qu'elle a des richesses naturelles. Donc le FMI et la Banque mondiale vont lui imposer une nouvelle dévaluation, ils vont lui imposer la prédation des ressources naturelles et tout le cycle. Là, alors que, donc une récession, hop, et la crise sociale va augmenter. En Algérie, une récession économique, la croissance de la population, la croissance de l'inflation, etc. Et plus l'instabilité des marchés internationaux. L'instabilité des marchés internationaux, voilà. Mais maintenant, quand l'Algérie ira sur les marchés secondaires, qu'est-ce qui se passera?
les primes de risque, les hypothèques, c'est-à-dire les bateaux, les avions algériens, les avoirs algériens qui sont dans les banques internationales, la dette algérienne, du moins la dette française vis-à-vis de l'Algérie, la créance que détient l'Algérie sur la France, je le dis et je le répète, plus les dettes qu'a l'Algérie. L'Algérie est endettée à hauteur de 5,5 milliards de dollars. Bon, pour à peu près 1 milliard, 1,2 milliard de dollars, je sais que c'est la Banque africaine de développement qui l'a donné à l'Algérie. Pour le reste, il faut chercher du côté des financements européens. Zama, à travers l'aide publique au développement, à travers les programmes de lutte contre la migration clandestine, etc., contre le terrorisme. Donc l'Algérie, elle va hypothéquer. Donc les Algériens vont se retrouver, toute proportion gardée, dans la situation de l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Que seul Keynes, que sans John Maynard Keynes, l'Allemagne aurait été détruite. Encore une autre fois. C'est John Maynard Keynes qui a écrit c'est le prix de la paix. Ouais, le prix de la paix. Et son livre Lettres à mes petits-enfants. C'est John Maynard Keynes qui a sauvé l'Allemagne. Hein. C'est pas les politiques allemands, etc. Bon, c'est après que la constitution allemande est venue pour constitutionnaliser l'inflation, la lutte contre l'inflation après l'emploi. Bon, l'Algérie va se retrouver endettée. On va supposer que l'Algérie aura un premier prêt de 3 milliards de dollars. Une banque au Luxembourg, bien aux îles Caïmans, bien à Jersey, va prêter ce qu'ils appellent the private equities, hein, les investisseurs privés, vont prêter 3 milliards de dollars à l'Algérie, à un taux d'intérêt de 30%. L'Algérie est très peu crédible. La preuve de la crédibilité, c'est que celui qui prétend être le président de la République, est-ce qu'il est parti en moins, ne serait-ce qu'une fois, l'Arwat? Est-ce qu'il est parti visiter Belgica? Je ne sais pas quoi. Là. À 30%. Échéance, 2 années. Après 2 années, tu commences à payer. Si tu peux payer, tant mieux. Si tu ne peux pas payer, on va te faire rentrer dans les crédits revolving. Hein. C'est-à-dire tu vas emprunter de l'argent sur les marchés secondaires pour payer ta dette, pour payer le service de la dette, plus exactement, même pas la dette. Donc les Algériens vont se retrouver à travailler pour l'étranger. Rien pour eux. Si l'Algérie fait défaut, ils vont commencer par saisir un bateau, bloquer l'or s'il n'est pas déjà bloqué. Ils vont demander, l'Algérie va revendre les bons de trésor américains qu'elle a, la dette américaine qu'elle a. Elle va les revendre à un prix inférieur. Et tout ça, il y a l'Algérie imtaoun. Donc les Algériens doivent se remettre au travail. Doivent surévaluer le dinar. Et arrêter l'armement décidé par les idiots de l'armée. L'endettement international fera augmenter le taux de mortalité en Algérie. Très simple. Le taux de pauvreté, le taux de pauvreté, ça c'est, ils vont augmenter le taux de pauvreté, l'insécurité alimentaire. N'écoutez, toutes les personnes qui vous disent sécurité alimentaire, fuyez-les. Ils vont augmenter l'insécurité alimentaire, ils vont augmenter le taux de mortalité, plus le risque de guerre, l'aggravation du conflit Algérie-Mali-Niger déclenché par le roi de France. Donc là maintenant, juste après, je vais aborder le sommet de Dupont-Aiguille, Union européenne-Afrique, Union africaine.